On a tous vu de quoi étaient capables les IA génératives, de faire des super rendus, mais quand on les utilise nous-mêmes, ça donne rarement des choses aussi bien. Et effectivement, il existe des stratégies pour obtenir des résultats fiables et pertinents. Et donc, Yann va nous expliquer ces stratégies et va aussi nous faire un Rex sur son utilisation de l'IA en entreprise. Alfredo Linguini et les modèles génératifs, qui fait vraiment la cuisine? Merci d'accueillir notre chef cuisinier, Yann Carbone. On va d'abord commencer à répondre à la question que vous vous posez tous. Il n'y a pas de rat. Ceux qui ont vu le film Ratatouille le savent. Il y a un petit rat qui se traîne sur la tête de Linguini et qui lui tire les cheveux pour lui apprendre à bien cuisiner. Et moi, ça fait 10 ans, bientôt, que je suis dans la data science. Actuellement, je suis chez Valoé. Et on va parler ce soir du buzz de l'année, l'IA générative. Avant de commencer, on va faire une petite expérience. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour vous lever. Si vous voulez bien. Allez, ce sera rapide. Merci, parfait. Ok. Vous pouvez vous rasseoir si vous avez déjà utilisé ChatGPT. On avait des paris sur combien? Eh bien, pas mal. Ok, j'en compte 5, 6. On peut les applaudir. Bravo. Ça ne doit pas être simple, une année sans Internet, donc bravo à vous. Ok. Donc, ça fait à peu près 1 an que je fais plein de projets en entreprise pour divers clients sur l'IA générative. Pas mal, à mon avis, si vous connaissez un peu, vous avez l'habitude. On va en parler de quelques-uns un peu dans le détail dans ce talk. Peut-être là, sur cette slide, celui qui parle un peu moins, c'est le tout dernier, Next Best Action, qui en fait est un gros projet, notamment dans tout le monde assurantiel, bancaire. Toute l'idée d'avoir une IA qui en fait va regarder tous vos contacts avec tous vos clients selon un certain rendu, normalement un certain suivi de dossier classique, et qui va en fait vous proposer des prochaines actions. Ça, il y a un gros challenge, donc je voulais juste en parler de celui-là, parce qu'il n'est pas forcément très explicite. Ok, donc on va faire un Rex. Un Rex, parce que en fait, j'en ai un peu marre sur LinkedIn de tous quand il y a plein de toute cette folie autour de l'IA, de tous ces articles qui disent toujours la même chose. Donc je me suis dit, tiens, on va essayer de voir qu'est-ce que moi j'aurais voulu entendre. On va parler 3 grandes parties. Comment choisir un modèle, mais aussi on va un peu poser quelques bases, des pièges dans lesquels je suis tombé, et une petite vision un peu loterie du futur, pour voir comment ça, ma petite prédiction à moi. Ok, comment choisir son modèle? Je vais utiliser ceux qui ne connaissent pas. Il y a DALL-E 3 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est de l'IA générative d'images. Là, on va parler d'IA générative de texte, qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui est génial. Même si, là vous le remarquez, elle est un peu nulle, parce que je lui donne des noms d'algo, elle est un peu nulle pour écrire des choses, mais elle vous fait des images assez qualitatives. Alors, pour choisir son modèle, déjà, quelles entreprises utilisent quoi? La communauté MLOps aux États-Unis, que j'aime beaucoup, a fait un petit survey, et en fait, c'est exactement mon ressenti et mon vécu. On a, d'un côté, les très grandes entreprises et les startups qui utilisent beaucoup des modèles open source, en majorité. Et les entreprises intermédiaires qui, elles, utilisent beaucoup plus des solutions comme OpenAI. C'est mon ressenti. Je pense que la raison, elle est assez simple. Les grandes entreprises, c'est souvent pour des problématiques réglementaires, fuite de données. Les startups, parce qu'elles vous créent des API wrappers, en fait, autour de ChatGPT, où elles vont un peu l'améliorer, mais sans forcément faire quelque chose de... des API wrappers autour de modèles open source, justement, et elles vont aller en fine-tuner leur propre modèle pour essayer de se distinguer des autres. Et au milieu, toutes les entreprises qui, en fait, ont déjà un business model qui est déjà installé, elles ont sûrement un business qui va très bien,
elles vont utiliser OpenAI principalement pour une sorte de bureautique avancé, d'automatisation de compte rendu, des choses comme ça. Ou alors même, et ça je le vois souvent, des projets d'IA qu'ils avaient dans leur tête depuis longtemps, mais qui étaient chers, et d'un coup qui devient beaucoup moins cher et beaucoup plus simple à faire. Un peu les deux grandes raisons pour elles de se mettre dans ça, mais business as usual pour elles. Il faut qu'on construise quelque chose ensemble, parce qu'on entend parler de plein de modèles. En fait, il y en a 3 typologies, les base models, instruct models et les RLHF. On va passer 2 minutes sur cette slide. Les base models, c'est ceux qui, en termes de données, c'est vraiment tout votre corpus Internet. Le Common Crawl, des extraits de Wikipédia, des livres, vraiment des milliards et des milliards de données issues d'Internet. Beaucoup de données, pas beaucoup de qualité, il y a un peu tout. Là, c'est quand vous entendez parler de GPT, Llama, Palm. C'est des modèles de base. Ça coûte très cher à entraîner. Il n'y a que quelques entreprises, des bigs de la tech qui le font, évidemment, et qui nous le donnent. Mais ces modèles, elles ont une bonne représentation du langage, mais elles ne savent pas nous parler, ces modèles. Donc en fait, on est obligé de passer aux étapes d'après. Donc on part du base model, instruct, RLHF. Instruct, là, la donnée qu'on utilise en entrée d'un instruct est très différente. C'est des instructions. On va avoir dans notre donnée labellisée une question qu'un usager pourrait poser et la typologie de réponse qu'il faudrait pouvoir donner. Et en fait, en partant d'une bonne modélisation du langage, ces modèles vont apprendre quelle est la bonne manière de nous répondre, tout simplement. Là, on entend parler de Vicuna, Alpaca, BloomZ, ou des fois vous voyez dans les noms instruct. Ça aussi, on peut le faire en entreprise, contrairement à la dernière partie, RLHF. C'est RLHF pour Reinforcement Learning with Human Feedback. Apprentissage par renforcement, on l'a déjà vu beaucoup dans le monde du jeu, des échecs, des algorithmes qui apprennent à faire ça. Et là, cette fois-ci, les données d'entrée, ce n'est pas juste des instructions, c'est une instruction et plusieurs réponses qui sont possibles dedans, mais qu'on va ranker. On va dire, OK, celle-là, elle est meilleure que celle-là, celle-là, elle est meilleure que celle-là. Et ça, on va utiliser pour réentraîner encore un modèle instruct sur ça. Pourquoi on refait cette dernière étape? C'est souvent une question qu'on me pose. Il y a une raison très simple. Les modèles sont juste meilleurs. On gagne au moins 30 à 40% de perf. C'est juste pour ça qu'on l'a fait cette dernière. Ils deviennent vraiment meilleurs. Et là, c'est vos modèles principalement propriétaires, ChatGPT, Claude, qui utilisent cette brique parce qu'elle est assez compliquée. On n'a pas beaucoup publié. L'open source se fait un peu avoir avec tout ça. Mais ces derniers mois, l'open source a pas mal travaillé sur ça et arrive à faire des modèles RLHF qui sont open source, qui sont accessibles. On commence à rattraper tout ça. OK, maintenant qu'on a ça, la question c'est comment je choisis. Il y a toute la communauté open source qui a fait plein de leaderboards. Je vous ai mis par exemple celui de Hugging Face. OK, mais il y a des colonnes avec des noms et des scores qui veulent un peu rien dire des fois. En fait, toutes ces colonnes, c'est des scores sur certaines benchmarks en recherche et développement, en traitement du langage naturel, qui sont assez connus. Et en fait, selon le projet que vous voulez, vous pouvez regarder votre score de votre algo selon certains benchmarks. Le MMLU, c'est vraiment un ensemble de plein de tâches de R&D et qui marche très bien de manière générale. Par exemple, si vous voulez, plutôt dans un cas d'usage de questions-réponses, le classique chatbot en interne, regardez plutôt Truthful QA. Human Eval, très fort, très connu pour tout ce qui est génération de code. Et il y a quelque chose, moi, que j'ai toujours trouvé dommage et on ne parle pas trop et dont on a besoin en fait quand on l'implémente, c'est ce qu'on appelle le template fitness. C'est cette capacité qu'a un modèle, parce qu'il vous répond toujours du texte, mais comment moi je le réintègre derrière dans un processus. Par exemple, j'ai besoin, moi, dans l'idéal d'un JSON, en fait, par exemple, pour pouvoir intégrer et aller faire ce que je veux derrière. Et donc, du coup, il y a des métriques de à quel point les modèles, si vous leur demandez du JSON, ils vous répondent vraiment du JSON. Et GPT-4, excellentissime. GPT-3, on perd un petit peu. Et en open source, ça commence à arriver, mais on a entre 20 et 30% de template fitness en moins où vous l'appelez et il ne vous répond pas du JSON. Donc, vous en faites un peu rien derrière, c'est juste du perdu. OK.
Il y a deux parties. Alors celle-là est personnelle. Ma manière de fonctionner par défaut, parce qu'il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui préfèrent partir du bottom to the top, ou moi, du top to bottom. Bottom to the top, je peux vous en parler, ça peut être celle que je vous présente là. L'idée, c'est de se dire, OK, je pars du plus petit modèle, plus léger, le plus facile, qui existe, et je vois s'il marche sur mon cas d'usage, sur mes données. Et après, s'il ne marche pas, j'en prends un plus gros, et un autre, et un autre, et un autre. Pas grand fan, parce que c'est long. Ce que je conseille souvent, c'est OK, cas d'usage, on prend le meilleur modèle que vous avez, et là, vous l'optimisez, vous faites marcher votre cas d'usage, notamment autour du design. Vous cherchez les informations pertinentes pour pouvoir répondre à ça. Là, vous l'avez sûrement entendu dire, mais en fait, c'est un peu comme un stagiaire, un modèle de langage. Du coup, si vous aviez la tâche à donner à un stagiaire, qu'est-ce que vous lui ferez faire? Voilà, tester plusieurs prompt design, ce qu'on appelle du few shot. Le few shot, c'est le fait de lui donner des vrais exemples avant qui marchent. Si vous lui demandez de traduire un mot, donnez-lui des traductions avant et vous lui donnez après le nouveau mot dans la langue étrangère et il va vous le traduire. Optimisez votre chaîne et ensuite, on réduit les coûts. Et là, vous descendez pour passer en prod. Vous descendez, si c'est des modèles style GPT, le GPT-3 il coûte quand même 10 fois moins cher que le 4. Ou si vous êtes sur de l'open source, les 70B, par exemple, passez à 13B. Le B, en fait, c'est le milliard. C'est une milliard de paramètres. Ça vous donne une certaine indication de la taille du modèle et surtout la taille du GPU dont vous avez besoin. Les pièges dans lesquels je suis un peu tombé. Des très beaux dessins, cette fois-ci, je trouve. De Dali, assez réaliste. Des pièges dans lesquels je suis tombé et dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment le premier, les hallucinations. Les hallucinations, on en parle tous, c'est quand votre modèle de langage, il vous donne des informations qui ne sont pas pertinentes. Il faut qu'on fasse un petit pas de côté sur celui-là. Pourquoi? Je vous explique comment on entraîne ces modèles et une partie de l'entraînement. En fait, les base models, c'est un espace. Un espace au sens mathématique du terme, un espace vectoriel à grande dimension. Et en fait, cet espace, c'est un peu comme cette salle où on est ce soir. Et cet après-midi. À cet espace, on va lui donner par exemple 3 mots. Livre, doux et peluche. On va dire, par exemple, de ce côté, tu vas être le mot livre et toi, tu es le mot peluche. Moi, je vais être le mot doux. Le but de cet espace, c'est juste se dire où est-ce que je vais placer le mot doux. Et naturellement, j'ai envie d'aller vers la peluche et pas par le livre. On le sait, nous, en tant qu'humains. Eh bien, l'IA, avec cet espace, va apprendre à le faire sur toutes nos données. Elle va apprendre à rapprocher ces mots ensemble, ces concepts ensemble dans cet espace. Et en fait, il y a une caractéristique hyper importante là-dedans, c'est que l'IA, ce n'est pas Wikipédia. L'IA ne possède pas de base de données de référence qu'elle peut utiliser comme une vérité. Elle ne stocke pas l'information, par exemple, que Victor Hugo a écrit Les Misérables. Avec un peu de chance, ce qui se passe, c'est que Victor Hugo et Les Misérables se trouvent dans le même coin de l'espace, mais pas de base de données de référence. Donc si vous l'interrogez sur quelque chose qu'elle ne connaît pas, elle va halluciner, elle peut vous inventer des informations qui sont erronées. Victor Hugo et Les Misérables, il y a de grandes chances qu'ils soient dans cet espace, mais si vous demandez à quelqu'un d'autre, elle va faire un peu du mieux et elle va vous mentir de manière très convaincante. Pour gérer ça, il faut déjà comprendre qu'il y a 2 types d'hallucinations, les ouvertes et les fermées. En fait, en entreprise, on s'intéresse qu'aux hallucinations fermées. Les ouvertes, c'est vous lui posez une question en général sur qui est John Cena. J'ai la chanson dans la tête. Et les hallucinations fermées, c'est quand on lui donne du contexte, on lui donne de l'information, on lui demande de répondre à une question vis-à-vis de cette information, mais qu'elle va quand même vous inventer quelque chose. Et ça, en fait, c'est souvent la manière dont on l'utilise en entreprise. On l'utilise quand on implémente des sujets en IA générative, rarement du domaine ouvert, on utilise du domaine fermé. Bon, plusieurs manières de le faire. Le classique prompt design, je vais passer rapidement là-dessus, mais en fait,
C'est assez simple, il faut donner des instructions assez explicites. Le few shot dont je parlais tout à l'heure marche assez bien. Il y a aussi tout un système au début de commencer en disant que tu es un expert dans tel domaine. Ça, c'est pour une raison très simple, c'est que je vous parlais de cet espace, c'est que si vous commencez à faire ça, vous commencez à lui donner à l'IA des premiers mots qui sont dans un coin de l'espace. Donc en fait, elle va aller se rapprocher du vocabulaire qui vous intéresse. Si vous travaillez par exemple dans l'assurance, commencez en disant tu es un expert du domaine assurantiel. Et elle va aller se mettre dans le coin d'espace où il y a toute sa logique autour de l'assurantiel. Et surtout, ce qui est très important, c'est le dernier point, c'est le fameux step by step. On le sous-estime souvent, surtout ceux qui n'ont pas trop l'habitude de faire des prompts, les prompts étant la manière de parler avec l'IA générative, c'est lui laisser le temps. En fait, une IA, si vous lui demandez juste, c'est comme un enfant, vous vous souvenez, quand on était au collège, on nous embêtait, notre professeur de mathématiques, c'est pas le résultat qui compte, c'est la démonstration. Et ben c'est la même chose avec l'IA. L'IA, il ne faut pas lui demander la réponse directement, il faut lui laisser le temps de réfléchir, lui laisser le temps de construire sa réflexion dans cet espace avant de vous donner votre réponse. Et l'impact n'est pas négligeable. Vous prenez un sujet comme le fait de répondre à des questions mathématiques un peu classiques qu'on trouve au collège. On prend un modèle comme GPT-3, on est à 20% de réussite. Pas fou, si on lui demande directement la réponse. Avec ça, le step by step, on monte à plus de 90% de réussite. C'est vraiment pas du tout négligeable de lui laisser le temps de réfléchir, de vous augmenter votre réponse. Ça fait gagner en plus d'argent OpenAI, parce que vous payez selon le nombre de mots qui répondent. Outre ça, c'est des designs un peu classiques et faciles en entreprise, on a deux grandes catégories qui se combattent actuellement, et on est un peu dans le flou sur qui va gagner dans le futur. La première, c'est le RAG, et la deuxième, c'est le fine-tuning. Le RAG, très simple, l'idée c'est de dire « Ok, ben moi en tant qu'entreprise, j'ai plein de données qui existent, qui sont ma source de vérité sur comment certains process fonctionnent. » Et ben en fait, donc un utilisateur va poser une question, on va aller chercher les parties de données qui sont intéressantes pour cette question, on va les prendre, on va reprendre la question, on va donner tout ça à un LLM qui va formuler une réponse en fonction des parties qu'on lui a données, et on va donner cette réponse. Souvent, ceux qui sont curieux, on rajoute un design qui s'appelle la réflexion. C'est-à-dire qu'après qu'il y ait eu la réponse, on redemande à un autre LLM de vérifier qu'il n'a pas halluciné le premier. Ça marche très bien, c'est pareil fou, ça fait un petit côté matrice il y a un LLM qui vérifie qu'un autre LLM s'il n'a pas halluciné, mais ça marche très bien. Le deuxième, c'est le fine-tuning. Alors pour avoir fait les deux, le fine-tuning, l'idée, c'est qu'en fait, vous prenez votre LLM, vous prenez vos données, vous refaites en fait cet entraînement d'instruct avec des données labellisées et des instructions, et vous le fine-tunez là-dessus, sur vos propres données. Ça permet de lui donner ce fameux savoir, est-ce que Victor Hugo a écrit Les Misérables, de vous assurer que dans cet espace, les mots sont bien rapprochés. Ça va vraiment prévenir beaucoup les hallucinations. Alors, on va le voir dans un petit exemple sur deux sujets que j'ai eu l'occasion de faire. Le résumé, donc un sujet classique. J'ai eu un sujet où je devais fine-tuner un LLM assez léger pour résumer des documents légaux. Alors, je dis documents légaux, c'est des documents hyper longs, hyper verbeux, assez compliqués. Pour le fine-tuner, pour atteindre une performance équivalente à GPT-4, il a fallu qu'on labellise 2000 documents. En dessous, à partir de 1000, on commençait à être pas trop mauvais, mais vraiment, c'est à 2000, on est arrivé sur notre benchmark, sur quelque chose d'égalitaire. L'avantage, c'est que la communauté open source est très performante, et notamment avec des techniques comme LoRa. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais LoRa, en fait, c'est vous avez votre modèle, et on va en faire un petit, plus léger, en parallèle, qu'on va fine-tuner juste sur vos données. Donc en fait, vous aurez, quand vous aurez un modèle fine-tuné avec LoRa, vous aurez votre modèle de base et un petit à côté. Donc ça ne coûte pas très cher, en fait. Là, pour moins de 10 €, le modèle était entraîné, il marchait très bien, équivalent GPT-4. En fait, là, on perd du temps. C'est toute la labellisation.
Du coup, moi, je suis plus dans la team RAG. Et notamment, alors ça, je l'ai eu plusieurs fois, les comptes rendus d'entretien dans ces fameuses entreprises de taille moyenne. Ce qui marche très bien, c'est une méthode qu'on appelle Refine. Donc en résumé, on a plusieurs manières de faire des résumés à l'échelle. Le Refine, c'est assez simple. Imaginons, vous avez des reviews de produits, parce que vous vendez sur plusieurs marketplaces, des milliers par exemple. Et ben, vous allez prendre vos 100 premiers et demander un résumé selon certains points. Puis vous allez prendre vos 100 prochains, reprendre le résumé et demander au LLM de juste le modifier en fonction de ça. Et vous continuez. Ça marche extrêmement bien si vos instructions sont bonnes. Et ça, du coup, à faire, c'est très rapide. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, ça change beaucoup de choses dans mon métier de data scientist. C'est qu'avant, ce genre de sujet, quand une entreprise arrivait, c'était un peu long, c'était compliqué. Là, 10-15 jours, merci, au revoir, c'est fini. On a fait le projet, il est en prod, ils ont même la main sur les instructions avec des modèles managés et c'est bon. Par contre, en inférence, ça coûte plus cher. Là où le premier il est open source, vous pouvez le stocker, notamment un 7B, ça ne demande pas beaucoup de GPU, on parle de 10 gigas de VRAM souvent, ça ne demande pas énormément. Là, le deuxième, vous payez à chaque fois que vous demandez. Donc un peu plus cher, moins long à mettre en place, plus cher après. Et en fait, ce que je dis tout le temps, c'est la recommandation à la fin, c'est de commencer avec un gros modèle, ce que fait toute l'open source, et après vous utilisez ce gros modèle comme données labellisées. Vous faites ça pendant un petit moment, vous travaillez sur votre design, et après, l'open source arrive, vous prenez vos données déjà labellisées, vous fine-tunez votre modèle, et vous coupez ChatGPT, et tout le monde est heureux. La question du coup qui se pose, c'est aussi le ROI. Alors ça, j'en parle parce que j'ai une petite anecdote, c'était au tout début, c'était en début d'année, à laquelle je ne m'attendais pas. Un des premiers trucs qu'on fait, parce que j'étais dans des équipes de data scientists, c'est qu'on avait déjà des modèles qu'on appelle transformers, sur des cas d'usage textuels en entreprise classique, style détection d'émotions, de sentiments, des choses comme ça. Donc on avait déjà des modèles qui tournaient en prod et qui marchaient très bien. On s'est dit, OK, on va les benchmarker avec de l'IA générative. Alors, il n'y avait pas match en termes de perf, ça je pense que vous en doutez. C'est notamment quand on prend des modèles d'OpenAI, les ChatGPT, ça marche très bien. Petite anecdote sur la meilleure labellisation. J'ai juste mis un petit mot dedans, mais quand même, j'ai appris quelque chose, moi, en tant que data scientist. On avait un dataset qu'on avait fait avec des experts métiers qui vraiment faisaient ça toute la journée, eux, de repérer, par exemple, des mails, des conversations téléphoniques où le client était insatisfait. Et on avait des milliers de ces données qui étaient labellisées. Et ben, on l'utilisait, notamment pour entraîner les transformers. On s'est rendu compte, avec les LLM, deux choses. Un, il y a 10% de ces données qui sont fausses. La personne s'était trompée en labellisant. 10%. Je ne pensais pas que c'était aussi énorme. Et il y a 10 autres pourcents où en fait, en faisant une autre review à plusieurs dans un petit consortium, il y en a 10 autres pourcents où en fait, ni l'humain ni le LLM avaient raison ou faux. Les deux avaient raison. Le truc était un peu flou. Donc en fait, on avait un dataset labellisé hyper important pour nous, et en fait, il y en a 20%. Ciao. On pouvait presque les jeter à la poubelle, ils ne servaient à rien. Donc ça, gros apprentissage, et surtout gros apprentissage que la labellisation, c'est toujours quelque chose qui coûte cher en data science, et là, on pouvait réduire le coût fortement. Et le dernier point sur le ROI, c'était de se dire, qu'on a appris avec ce projet, c'était de se dire, si on prenait la manière dont on le voyait avant, j'ai un problème. Par exemple, je veux gérer l'impatience chez mes clients, repérer ceux qui ont l'air dans leur communication un peu impatients et on veut aller vite. Bon, à l'époque, je faisais un modèle qui était dédié impatience. Et donc, je faisais ça sur tous mes cas d'usage. Si on faisait un calcul du coût avec un LLM sur une tâche comme l'impatience, on n'y était pas du tout. Le LLM était beaucoup trop cher. Par contre, ce qui devient intéressant, c'est que le LLM, le coût de la prompt, il n'est pas linéaire. À partir du moment où vous avez commencé à faire une prompt et vous lui demandez de l'impatience, ça ne devient pas très cher de rajouter, par exemple, de l'insatisfaction ou autre chose.
en fait, ça vous coûte quasiment rien d'en rajouter d'autres cas d'usage. Et là où on a eu un gain qui est assez fou, c'est quand on a commencé à accumuler tous les modèles où on faisait dans une seule et même prompt. Et là, en fait, on cassait tous nos modèles. On va parler aussi biais et hallucinations. J'ai le temps. Parfait. Alors, on n'aura pas de slide sur cette partie. En fait, ces modèles, l'IA, du coup, ça reste un outil. Mais ce n'est pas un outil neutre. Vu qu'elle s'est entraînée sur nos données, l'IA va reproduire nos biais et nos stéréotypes. On vit dans un monde, là, où vous pouvez aller tout de suite demander à écrire à ChatGPT une histoire sur un garçon et une fille qui sont au lycée et qui se demandent ce qu'ils vont faire plus tard comme métier. De manière constante, le garçon va dire que lui, il aime la logique, il aime la mathématique et il veut devenir ingénieur. La créativité, c'est pas son truc. Et la fille va dire qu'elle, elle comprend rien aux chiffres, elle veut être artiste. Léa va de manière constante rapprocher l'homme au concret, au pragmatisme, et la femme au physique, et à la créativité et autres clichés qu'on a. Et même plus loin, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est plus que les reproduire, c'est qu'elle va les amplifier, ces stéréotypes. Il y a une étude, il y a des chercheurs qui ont écrit un papier excellent qui s'appelle « Des étincelles d'intelligence artificielle générale ». Et dedans, ils ont étudié l'utilisation de pronoms vis-à-vis de certains métiers. Les pronoms, ça devient important aujourd'hui dans notre société. Le métier de secrétaire, par exemple, dans notre société, il est à majorité féminin. On y retrouve 11% d'hommes. Et bien avec l'IA, ces 11% disparaissent. Ils deviennent 2%. L'IA va, dans 98% des cas, utiliser un pronom féminin pour le métier de secrétaire. Ces stéréotypes, c'est un vrai biais de communication qu'on a, en fait, quand on commence à les utiliser en production. On est quand même dans un monde où certaines entreprises veulent, par exemple, automatiser leur recrutement, ce qui est logique, utilisant notamment l'IA pour filtrer des CV. Mais en fait, c'est une IA qui pense que l'homme est un ingénieur et la femme est une artiste, une secrétaire. On a un souci de fond. Donc du coup, ce que je raconte beaucoup, c'est notamment pour cet exemple, qui est True Story, c'est de dire, OK, utilise l'IA juste pour préfiltrer. Va pas lui demander d'analyser, va pas lui demander de regarder les expériences vis-à-vis d'un certain poste. Utilise juste ça comme filtre sur des choses très concrètes, très objectives. Est-ce qu'il y a eu un bac plus 5, par exemple, une école d'ingénieur? Est-ce qu'il y a eu au moins 2 ans d'expérience professionnelle? Quoi que ce soit. Mais ne va pas lui demander d'analyser beaucoup plus loin. L'IA ne fait que reproduire nos biais et nos stéréotypes. Là, je vous en donne sur le sexisme, mais il y a les mêmes choses sur des stéréotypes d'ethnie. Pour une simple raison, elle n'a pas vu beaucoup de manières de parler de certaines ethnies, et même sur l'agisme. L'IA, quand elle comprend que la personne est âgée, elle va se mettre à utiliser des mots franchement un peu ridicules et un peu bêtes. Elle va lui parler comme quelqu'un à qui il faut vraiment tout expliquer. Et ça, en fait, j'en parlais tout à l'heure, j'ai des débats avec des entreprises sur ça, parce que je vous parlais du Next Best Action. On va aller regarder les mails, les conversations qu'on reçoit de nos clients. Top. Mais en fait, il faut faire attention à ça, parce que du coup, il y a des sous-représentations de personnes où on va changer un peu la manière dont on fonctionne, mais c'est très insidieux. On va peut-être, dans la détection de l'impatience ou autre, si le texte est écrit au féminin, rajouter de l'importance sur ça. Parce que pour l'IA, dans cet espace, tous les mots féminins sont peut-être plus rapprochés des mots autour de l'émotion. Et du coup, elle va lui donner de l'importance par rapport à ça. On va peut-être, vous savez, en data science, on aime bien dire « Ah, trop bien, 98% d'accuracy. Cool. » Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ces autres pourcents? Est-ce que ces autres pourcents, c'est peut-être une ethnie ou des personnes âgées et à qui vous répondez de manière constante? Mal. On a des moyens d'évaluer ça. Il y a des datasets. Je
vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des datasets comme le stéréo set dans l'open source qui existe et qui évalue ça de manière très claire, très pragmatique, et qui nous permettent de un peu contrôler tous ces biais et stéréotypes. On va parler du futur maintenant. J'aime bien tenter d'essayer de prédire et de me tromper. Comme ça, on peut se moquer de moi dans 2-3 ans quand j'aurai fait des prédictions qui sont mauvaises. On est au DevFest, donc j'ai voulu faire un petit mot pour les devs. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai eu 2 projets autour de la génération de code qui m'ont un peu marqué. Le premier, c'est, et ça se retrouve, des premiers chiffres. Un projet de développement de site web autour d'un jeu, où à la base, ils avaient prévu 15 ETP. Et en fait, ça a été 4 ETP plus GPT-4. Gros gain. On est à peu près 70-75% de gain. Je pense que c'est plus ça, outre le projet et le détail dedans de ce qu'ils ont fait. Ces chiffres commencent à sortir, on commence à avoir des regs sur la génération de code, comment ça se passe. J'ai aussi participé à un projet de migration de code, du code legacy, vers quelque chose, une stack, un classique, une stack un peu plus bon, c'était, tout vous dire, ça je peux le dire, c'était du SAS à Python, parce que ça devient cher. Et dans ce projet, on a eu environ 80 à 90% des fichiers SAS qui font entre 100 et 1000 lignes de code, donc c'est pas non plus du petit, du assez gros, qui ont été 100% migrés, sans intervention humaine, avec de l'A/B test automatique, du double run évidemment, sur les données en entrée, etc., sans aucune intervention humaine. Les interventions humaines, pour tout vous dire, c'est tous ces blocs de code où il y a du self-healing, il y a des mécaniques de self-healing dedans. On va regarder, ok, c'était quoi la problématique, le contexte du code, et on lui demande de résoudre ça. Et en fait, c'est souvent qu'il corrigeait le problème, puis il y en avait un autre, il le corrigeait, puis il revenait au premier. Et c'est là où on avait besoin de faire ce qu'on appelle du human in the loop et de casser le truc, et pour qu'un humain revienne dedans, parce qu'on ne l'avait pas encore résolu. Bon, le vrai futur, je pense qu'il faut se rappeler ce qui s'est passé dans le jeu de Go. Le jeu de Go, on parlait apprentissage renforcement tout à l'heure. Donc, il y a eu des ingénieurs de DeepMind, des data scientists, qui avaient travaillé dessus. Donc, si vous n'avez pas l'histoire, Lee Sedol, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui était un peu la légende vivante du jeu de Go, qui a 3000 ans en Chine, s'est fait éclater par une IA qui a même inventé des coups. Ok, c'était AlphaGo 0. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'en fait, de manière constante, la communauté, quand on regarde le passé, a toujours fait la même chose. Il y a un premier algo de deep learning qui sort. Ok. Et dans les années qui suivent, la complexité, donc ce qu'on appelle la capacité de cet algorithme, donc ça peut être calculé comme là sur le temps qu'il faut pour l'entraîner, ou alors son nombre de neurones, son nombre de paramètres qu'il y a dedans, sa taille, elle réduit drastiquement, une fois que ça a marché, dans les années suivantes. Là, on passe de quasiment 20 à 30 000 fois moins gros entre AlphaGo Fan et 0. Et ça, en 2 ans, entre 2015 et 2017. Donc quand on pense à GPT-4, qui fait, soi-disant, à peu près 1 trilliard de paramètres, on a une petite idée, si on n'est pas trop mauvais, si on fait ce qu'on a fait de manière constante dans le passé, dans la communauté de l'IA, on risque de vraiment baisser sa taille tout en gardant la même performance, voire en l'améliorant. Donc du coup, il y a Yann Lequin qui l'a dit il n'y a pas très longtemps, je crois, et je suis d'accord avec lui. Je pense que dans 2, 3, 4 ans, on n'utilisera pas GPT-4, ou peut-être le 5, 6, mais en fait GPT-4, il sera sur vos PC et ça marchera très bien. Donc du coup, ce que je dis aux entreprises, c'est OK, travaillez vos cas d'usage autour de l'IA générative, mais anticipez ça. Anticipez ce qu'on disait tout à l'heure sur le fine-tuning, collectez de la donnée et vous aurez votre propre modèle qui marchera très bien, que vous pourrez fine-tuner pour la suite. Et dernier mot, celui de Dario Amodei, qui est le président d'Anthropic, qui est un des plus gros concurrents d'OpenAI. Il a eu un mot dans un podcast sur les futures capacités autour de ces IA génératives. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les entreprises qui créent des IA génératives font un entraînement. Et à un moment, elles ont juste décidé d'appuyer sur le bouton « pause ».
et on a des capacités qui sortent de ces modèles. Un consensus veut que, en fait, on ait encore des capacités à découvrir ensuite si on continue cet entraînement. Lesquelles? Dario Amodei, il pense que ces futures capacités seront autour de la médecine et de la biologie. Pour une raison très simple. On a déjà, nous, en tant qu'humains, énormément de savoir dans le domaine de la recherche dans ces domaines, donc la biologie et la médecine. Ce qui est compliqué, c'est de rapprocher tous ces savoirs ensemble face à un patient, face à un être humain qui les exprime à sa manière. Et ça, l'IA générative, elle en est vraiment capable. Ça sera tout pour moi. Je voulais me laisser un quart d'heure pour des questions. J'ai fini. Merci.